Excellences, Mesdames, Messieurs, je donnerai la parole dans un premier temps à Monsieur Tanguy, vice-président du conseil départemental. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, nous sommes particulièrement fiers, honorés de vous recevoir dans cet hémicycle chargé d'histoire, comme vous pouvez l'imaginer. Je serai pour la journée votre président de la République française d'un jour. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Je souhaitais entamer mon propos en citant un de mes prédécesseurs, Jacques Chirac, à qui je rends hommage pour cette phrase empreinte de clairvoyance. Bienvenue à vous au sein de la maison du département. C'est la maison du peuple, c'est une maison citoyenne, c'est une maison libre et démocratique. Les valeurs de liberté et de démocratie sont plus que jamais nos pierres précieuses, nos sanctuaires, notre bien commun universel à chérir et à protéger. La devise de l'ONU est « C'est votre monde ». Ce matin, cette devise résonne dans nos murs car elle s'adresse à vous la jeunesse de France. L'ONU s'efforce d'être un lieu où se construit un avenir meilleur pour tous les êtres humains, à travers des grands objectifs. Maintenir la paix et la sécurité dans le monde, développer les relations amicales entre les nations, réaliser la coopération internationale sur tous les sujets où elle peut être utile et en encourageant le respect des droits de l'homme. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations dans des objectifs. C'est cet ensemble sur lequel vous allez travailler aujourd'hui en intervenant sur la limitation du réchauffement climatique et de ses conséquences sur l'océan. Les océans sont notre bien commun universel. L'accès à l'eau pourrait devenir la cause de nos grands maux de demain. Mesurez donc ici l'importance des choix que vous réaliserez ce jour. Et parce que nous traversons des mutations profondes, des crises de nos modes de vie, le bouddhisme nous dit « Il y a plus de larmes versées sur la terre qu'il n'y a d'eau dans l'océan. Il y a plus de larmes versées sur la terre qu'il y a d'eau dans l'océan. » Ayez cet adage en tête pendant toute cette journée, ne l'oubliez pas. Parallèlement à la COP 21, vous allez donc vous essayer à l'art délicat de la négociation. Vous devez ce soir déboucher sur un accord, pas sur une synthèse molle ou sur un compromis facile, mais un accord différencié, universel et contraignant. C'est la clé de notre survie planétaire et c'est la clé du respect entre les peuples. Quand je reviendrai ce soir, l'accord doit être sur la table, un accord qui scelle l'avenir des peuples du monde. Votre responsabilité est donc sans limite, chers ambassadeurs. Soyez dans vos travaux guidés par l'esprit des Lumières. Soyez rationalistes, mais soyez aussi empiristes. Accueillez les anciennes pensées, mais accueillez aussi les nouvelles. Pensez en termes d'universalité, mais pensez aussi en termes de particularisme. Soyez épris d'histoire et d'éternité. À regarder chaque détail, soyez humanistes et soyez progressistes. Je vous le redis, chers ambassadeurs, quand je reviendrai ce soir, il nous faut un accord, une méthode, un guide. Il en va de la survie de notre civilisation. Notre civilisation est une lutte contre la peur. Et je terminerai sur ces mots de Gandhi. Les vérités différentes en apparence sont comme d'innombrables feuilles qui paraissent différentes, mais qui sont sur le même arbre. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous savez ce qu'il vous reste à accomplir. Le monde vous regarde. Soyez-en dignes. Approchez les étoiles. Bons travaux, je vous remercie. Je remercie Monsieur le vice-président du conseil départemental et je donne maintenant la parole à Monsieur Lamour, directeur départemental de l'enseignement catholique du Finistère. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, négociateurs et diplomates des 23 lycées de Bretagne qui participent à cette simulation ONU, je vous dis d'emblée la manière dont je me sens très honoré
d'être accueillis par vous dans le projet que vous portez et qui va connaître aujourd'hui, dans le cadre de cette journée, un point d'orgue. Je voudrais avec vous, là, si vous l'acceptez, remercier donc Monsieur Tanguy, vice-président du conseil départemental du Finistère, représentant Madame Sarah Bozol, de nous accueillir dans cette enceinte, dans cet hémicycle qui est en fait très proche, semblable à l'hémicycle de l'ONU. Et je voudrais également là, remercier avec vous toutes celles et tous ceux qui, au rectorat, à l'inspection académique du Finistère, à la direction départementale de l'enseignement académique du Finistère, ainsi que l'ensemble des chefs d'établissement et enseignants de vos établissements qui vous ont accompagné, qui vous ont soutenu, qui vous ont encouragé dans ce projet qui est un projet au long cours. Alors, vous vous retrouvez aujourd'hui pour une simulation des négociations donc COP21, cette convention autour du climat qui est en train de se dérouler à Paris. Le contexte est effectivement extrêmement fort et on se souvient que en même temps que se déroule cette COP21, s'est déroulé également plusieurs milliers de maires du monde se sont retrouvés là au Bourget il y a quelques jours. Nous sommes effectivement les uns et les autres à la fois les porteurs et les responsables de notre maison commune. Cette maison commune, c'est la Terre. Quand je dis qu'elle est commune aux 7 milliards d'hommes qui y vivent actuellement, mais elle est commune également dans l'histoire et en particulier pour les générations qui vont nous succéder. Et vous savez que Saint-Exupéry disait de manière forte que nous qui vivons aujourd'hui sur la Terre, nous sommes en quelque sorte les héritiers et les responsables, curieusement, de la Terre que nous léguerons à notre tour à nos propres enfants, aux générations qui nous succéderont, comme nous en avons hérité nous-mêmes des générations qui nous ont précédés. Donc, en tout cas, quand je vois que vous êtes par équipe de 4 représentants de 23 lycées de Bretagne, disions-nous, quand je vois effectivement le degré d'engagement, de responsabilité, de gravité parfois avec lesquels vous avez préparé cette journée, avec lesquels vous allez la vivre, quand je vois effectivement la manière dont vous êtes concentrés, je trouve que la jeunesse que vous constituez est une belle promesse d'espérance et de confiance pour l'avenir. En tout cas, j'ai le grand plaisir, donc, je le redis, à venir ouvrir avec vous cette journée à vos côtés. Je vous souhaite des échanges à la fois riches, profonds, respectueux, et que cet accord auquel vous allez parvenir, comme l'indiquait tout à l'heure M. Tanguy, soit effectivement un accord qui résulte d'échanges croisés, d'initiatives, de réalisations, d'idées que vous portez au service justement de cette terre et de cet environnement. Et le thème que vous avez choisi centre en particulier les choses sur le climat et la mer. Vous savez que la Bretagne est à la fois une région de terre et de mer. Les façades maritimes sont nombreuses et ouvertes sur le monde. Les Bretons sont par tempérament des explorateurs en même temps qu'ils sont très fortement attachés à leur identité. En tout cas, je vous souhaite là de très très beaux et très très riches échanges au service de cette thématique et au service de l'engagement que vous y prenez. Très belle journée à vous. Merci. Je remercie Monsieur le directeur départemental de l'enseignement catholique du Finistère et je donne maintenant la parole à Monsieur Chouzier, représentant le recteur d'académie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un troisième discours, mais je vais essayer de ne pas reprendre ce qui vient d'être dit, évidemment, auquel j'adhère totalement.
Je représente ici le recteur de l'Académie de Rennes, qui aurait souhaité être parmi nous, qui attache beaucoup d'importance à cette opération, qu'il a voulu être une opération emblématique de la mobilisation des écoles, des collèges et des lycées autour de cette question du dérèglement climatique pendant cette période où se tient, comme il a été rappelé tout de suite, à Paris, la conférence des parties sur le climat, la COP 21, dont vous avez toutes et tous entendu parler depuis maintenant au moins le mois de septembre, quand vous avez commencé ce travail dans vos établissements. Alors c'est une opération emblématique de la mobilisation finalement de la jeunesse autour de cette question, qui s'est manifestée sous différentes formes dans l'académie. Alors cette opération qui pour nous est emblématique parce qu'elle réunit des établissements de l'ensemble du territoire breton. Alors il y a un peu plus de Finistériens, mais il y a quand même quelques établissements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et des Côtes-d'Armor qui nous ont rejoints. Mais ce n'est pas la seule opération qui a été conduite sur ce sujet depuis le début de l'année. Des écoles se sont mobilisées, des collèges se sont mobilisés. Je ne résiste pas à l'envie de citer deux exemples locaux, finistériens. C'est le travail qui est conduit depuis le mois de septembre dans des écoles primaires du Finistère sur une opération qu'on appelle Climat l'Ouest. Alors Dominique Doreau, qui est IEN, que je ne vois pas, mais qui est ici quelque part dans l'hémicycle, porte ce projet-là, qui permet à des élèves de l'école primaire d'abord de réaliser un rallye web, tout simplement pour acquérir des connaissances, et puis ensuite dans le but de débattre. Et de la même façon, vous avez des collégiens de la région de Morlaix qui, la semaine dernière, mardi dernier exactement, le 1er décembre, se sont réunis à la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, là aussi pour simuler des négociations comme vous allez le faire aujourd'hui. Et vous voyez à chaque fois sur ces opérations, la question du débat, de la capacité à présenter ses arguments, à argumenter, à écouter les arguments des autres, à essayer de trouver des terrains d'entente sont au cœur du projet. Et c'est la chose sur laquelle je voulais un peu insister dans cette prise de parole, c'est au-delà des enjeux qui ont été rappelés tout à l'heure, qui je pense sont évidents maintenant pour vous tous, autour de cette question du dérèglement climatique, ce qui se joue, c'est sans faire de grands mots, c'est l'avenir de cette planète. Et donc l'enjeu est colossal, avec cette coloration particulière ici qui est celle des océans, qui est une question qui est assez peu traitée à la COP, même si des larges mouvements ont essayé de replacer l'importance de la mer dans la question du climat. En particulier, il y a une plateforme océan-climat qui s'est mise en place, avec d'ailleurs comme fer de lance un de nos partenaires dans l'académie qui s'appelle Tara. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de suivre les expéditions Tara, de la goélette Tara. Et donc cette question des océans, elle est rentrée dans la COP, mais d'une certaine façon, vous y contribuez. On était très attachés ici en Bretagne à ce que cette question de l'océan, qui est fondamentale si on veut comprendre la question du dérèglement climatique et qui est fondamentale aussi du point de vue de ses impacts, que cette question-là puisse être traitée et abordée. Et donc vous aurez largement l'occasion d'apporter votre contribution sur cette question-là dans la journée. Et j'espère que ces contributions-là permettront de mesurer effectivement l'importance à la fois de l'océan dans le phénomène climatique, mais aussi des impacts à la fois économiques, sociaux, environnementaux du dérèglement climatique sur l'océan. Donc c'est un défi pour l'humanité, et c'est un défi aussi pour vous. Alors ça paraît plus modeste, mais c'est pas si modeste que ça, c'est un défi d'éducation. C'est-à-dire que ce que vous traitez là, c'est des questions qui sont complexes. Et donc, d'une certaine façon, vous avez appris au cours de ces semaines à mieux rentrer dans la complexité des phénomènes que vous avez eu à étudier, et puis aussi la complexité de ce que sont des négociations internationales. Je pense que votre expérience d'aujourd'hui vous permettra de mieux comprendre peut-être ce qui se passe et ce qui se joue aujourd'hui et dans les jours qui viennent à la COP 21 jusqu'au 11 décembre.
Donc je vous souhaite des bons travaux. Je vous souhaite moi aussi de réussir. Et finalement, on ne sait pas à l'avance sur quoi déboucheront vos échanges, de la même façon qu'on ne sait pas, on a parfois quelques inquiétudes, sur quoi déboucheront les négociations qui se déroulent actuellement au Bourget. Mais j'ai presque envie de dire que, au-delà de ce à quoi vous aboutirez, déjà votre présence dans cet hémicycle, de la même façon que la présence de 195 pays au Bourget pour négocier sur le climat, en soi, c'est déjà un événement et une part de réussite de ce projet-là. Donc merci à vous d'être là. Moi aussi, je voudrais quand même remercier aussi un certain nombre de personnes. Alors bien sûr, le conseil départemental qui nous accueille dans ce lieu absolument prestigieux. Et je voudrais rajouter que l'accueil qu'on a reçu de la part de tous les personnels du conseil départemental pour organiser cette journée a été vraiment d'une qualité remarquable. Donc je voudrais les remercier là. Remercier évidemment aussi tous vos enseignants, vos chefs d'établissement, dont certains sont ici pour vous accompagner. Remercier mes collègues inspecteurs qui sont venus, au moins Catherine Batch qui est inspectrice d'anglais et Thierry Jean Mougin qui est inspecteur de sciences économiques et sociales, qui vont assister à vos travaux. Remercier aussi les membres du comité de pilotage qui se sont beaucoup investis. Ce sont des enseignants ou des directeurs d'établissement, je ne vais pas tous les citer. Mais vous les reconnaîtrez, c'est ceux qui s'agitent pendant la journée, parce qu'il y a toujours des petits détails techniques à régler. Je voudrais remercier aussi des partenaires qui nous ont accompagnés. Alors, vous avez pu, alors je le dis pour ceux qui n'ont pas suivi tout le déroulé de cette opération, vous avez pu être accueillis pendant ces 3 mois à 2 endroits. D'une part à l'ENSTA à Brest, où vous avez pu rencontrer des chercheurs qui vous ont parlé de la question climatique. Et donc, je voudrais remercier l'ENSTA de ce qu'ils ont pu apporter. Et puis à Sciences Po Rennes, où là, vous avez pu vous former à l'art du discours. Donc on attend avec impatience de voir les impacts de ces échanges à Sciences Po Rennes sur votre art du discours et donc les prestations que vous allez pouvoir faire dans cette matinée. Remercier aussi Jean-Baptiste Percier qui est quelque part là-bas, qui est en train de filmer ce qui se passe, puisque vous savez que les séances en plénière sont filmées et donc consultables en direct dans les établissements pendant toute la journée. Et puis à partir de ce film sera réalisé un petit film d'une quinzaine de minutes qui relatera l'ensemble enfin tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis on remercie aussi les personnes qui sont derrière moi, qui vont être les animateurs de cette séance. D'abord Monsieur Bugada qui se présentera, qui est à ma gauche, qui est un ancien de l'ONU, qui se présentera tout à l'heure. Et puis vous avez derrière moi la présidente de séance, la représentante de Ban Ki-moon, et puis à ma droite le secrétaire de la séance qui est un lycéen du lycée Chaptal de Quimper. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Non, j'ai une petite pensée pour terminer. Pour quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour cette opération, qui était, on va dire, inspecteur d'académie adjoint dans le Finistère, qui s'appelle Cyril Desouches, et qui, par malheur pour lui, au début du mois de novembre, a été muté et a quitté Quimper. Il est parti à Papeete. Alors bon, c'est très très triste, mais on va penser à lui pendant la journée. Voilà, je vous remercie. Bonne journée à vous. Au revoir. Je remercie Monsieur le représentant du recteur d'académie. Excellences, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur d'ouvrir la session de l'Assemblée générale consacrée à la question « Comment limiter le réchauffement climatique et ses conséquences sur les océans ?» Je demande aux délégations de venir s'inscrire auprès du secrétariat sur la liste des orateurs. Je précise cependant que les interventions dureront 2 minutes maximum et je leur demande de procéder dans le silence car nous allons commencer par une déclaration d'introduction de M. Bugada, fonctionnaire honoraire des Nations Unies. Mais avant de donner la parole à M. Bugada,
Je me permets de vous rappeler que pendant les séances, les communications entre délégations doivent se faire par écrit uniquement. À votre disposition, vous aurez des papiers qui circuleront via les huissiers. Voilà, donc je donne la parole à Monsieur Bugada. Pardon. Madame la Présidente, merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce bel événement, pour cette Simulonu COP21. Je tiens à remercier le conseil départemental qui nous accueille et puis les organismes qui nous accompagnent. Je tiens à remercier bien sûr les organisateurs et les enseignants qui accompagnent les participants. Je tiens à remercier en particulier Pascal Bénévise. Je tiens à saluer Madame la Présidente, Madame la représentante spéciale du secrétaire général et Monsieur le rapporteur. En dernier lieu, j'aimerais sur une note plus triste, j'aimerais rendre un hommage à la mémoire de Florence Artaud. Florence Artaud qui a été notre ambassadrice Océan, donc sur le thème qui nous occupe aujourd'hui. Comme la Présidente vous l'a dit, je suis donc fonctionnaire honoraire des Nations Unies. J'ai effectué toute ma carrière aux Nations Unies entre Genève, New York, Bruxelles et la France. J'anime maintenant l'Association française pour les Nations Unies, qui est une entité qui fait le lien entre le gouvernement et la population française et qui promeut les activités des Nations Unies et les Nations Unies en général. Alors nous fêtons cette année les 70 ans des Nations Unies avec l'adoption de la charte que vous avez. Et j'aimerais souligner à ce propos la centralité des Nations Unies sur la scène internationale. Les Nations Unies sont composées de 195 États membres, pratiquement la totalité des États qui sont sur cette planète. Donc les Nations Unies sont universelles. Les Nations Unies sont également planétaires en ce sens qu'elles sont présentes sur tous les continents, dans tous les pays. Les Nations Unies traitent de toutes les questions. Et enfin, les Nations Unies, chose essentielle, sont démocratiques, elles fonctionnent sur la base d'un pays, une voix, que ce pays soit grand, que ce pays soit petit. Les Nations Unies ont donc une position unique par rapport aux autres organisations. Elles ont vocation à traiter de ces grands problèmes tels que le changement climatique qui nous intéresse aujourd'hui. Et les Nations Unies ont été instrumentales en matière de développement durable. Il y a eu en 1972 la conférence de Stockholm, qui a été une conférence fondatrice, qui a mis cette question du développement durable sur la scène internationale. Le mot a été en fait consacré par le rapport de la commission Brundtland en 1987, intitulé « Notre avenir à tous ». Les Nations Unies ont créé cette prise de conscience nécessaire, notamment avec la fondation du GIEC. Et puis en 1992, nous avons eu le sommet Planète Terre, qui a été une conférence historique, qui a adopté entre autres la conférence CAD sur le changement climatique, et ça a été enfin suivi par l'adoption du protocole de Kyoto. Aujourd'hui, à la COP21, nous connaissons l'enjeu. Il s'agit de trouver un successeur à Kyoto, il s'agit de limiter le changement climatique à 2 degrés. L'enjeu est de taille, et comme le dit le secrétaire général Ban Ki-moon, il n'y a pas de plan B, car nous n'avons pas de planète B. Aujourd'hui, à COP21, nous sommes entrés dans la phase des négociations. Les questions à régler sont tenaces. Il s'agit d'arriver à un accord contraignant en définissant la date d'entrée en vigueur, la date de révision, en déterminant le financement et les modes de financement. Alors je vous invite à être tenace également, à faire preuve d'imagination, à être responsable, mais surtout rester ouvert, négocier. La négociation est au cœur de cet exercice, au cœur de vos travaux.
Et n'oubliez pas, quand un diplomate dit oui, ça veut dire peut-être. Quand un diplomate dit peut-être, ça veut dire non. Et quand un diplomate dit non, c'est un mauvais diplomate. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne chance dans vos travaux. Je remercie Monsieur Bugada et je tiens à vous rappeler qu'il faut venir s'inscrire auprès du secrétariat pour pouvoir ouvrir les débats après le discours de Madame la représentante du secrétaire général. Monsieur Ban Ki-moon, le secrétaire général, m'a donné l'importante charge de vous transmettre son message introductif, ce que je vais tout de suite m'employer à faire. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'Assemblée générale de l'ONU sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur les océans. Je remercie, Mesdames et Messieurs les représentants, d'être venus si nombreux. Cela démontre une nouvelle fois l'intérêt que nous portons à la gestion de notre bien commun le plus précieux, la Terre et ses océans. 23 ans après le sommet de la Terre de Rio de Janeiro, où les pays participants avaient adopté le programme Action 21 pour un développement durable visant à repenser la croissance économique, promouvoir la justice sociale et assurer la protection de l'environnement, l'ONU vous incite à vous mettre d'accord sur une nouvelle série de mesures qui permettraient de réduire les risques tout en assurant une utilisation des ressources naturelles maritimes plus juste et plus durable. 3 catastrophes humanitaires sur 4 sont aujourd'hui liées au climat. Ce sommet s'inscrit donc profondément dans le concret. Pour ne donner qu'un seul exemple, des espaces insulaires commencent dès à présent à être immergés par les océans, ayant poussé cette année les premiers individus de cette terre à demander le statut de réfugiés climatiques. Le réchauffement climatique et ses conséquences sur les océans sont aujourd'hui une réalité tangible. Les États membres doivent désormais agir pour élaborer et mettre en place des systèmes permettant d'assurer un droit au développement compatible avec les risques liés au changement climatique. Cette conférence représente un enjeu primordial pour les générations futures. Elle ne doit pas être une ligne d'arrivée, mais bien une ligne de départ de notre ambitieuse course contre les changements climatiques. Elle doit marquer un tournant décisif vers un monde moins pollué et moins vulnérable face aux changements climatiques. Notre négociation ce jour se situe dans le cadre de la 21e conférence de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, qui identifiait déjà en mai 1992 l'impact de l'activité humaine sur le réchauffement climatique. D'Action 21, de plan de mise en œuvre de Johannesburg et de la Déclaration du millénaire à la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de Rio+20, les gouvernements ont réaffirmé l'urgente nécessité de tout faire pour protéger et gérer durablement les océans, les mers et les zones côtières, ainsi que leurs ressources vivantes. Ainsi, depuis une vingtaine d'années, plusieurs instruments ont été donc développés à différentes échelles afin que les États s'en saisissent et inversent la tendance conduisant à un réchauffement climatique hors de contrôle. Au regard de l'urgence de la situation, j'appelle de mes vœux la construction d'un plan d'action assorti d'objectifs et de résultats concrets, contenant des critères et des échéances précis, afin de rétablir la santé et la productivité des océans au bénéfice des générations présentes et futures. En effet, le temps presse. Le GIEC, ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a pour mandat, je vous le rappelle, d'évaluer sans parti pris et de manière méthodique et objective l'information scientifique, technique et socio-économique disponible en rapport avec la question du changement du climat. Ce GIEC a rendu son 5e rapport il y a quelques mois. Celui-ci met en avant que les 3 dernières décennies ont été les plus chaudes depuis au moins 4000 ans. Ce réchauffement atmosphérique s'accompagne d'un réchauffement plus progressif des océans, mais qui peut se poursuivre bien après l'arrêt du réchauffement atmosphérique. Les océans sont en effet affectés de multiples façons.
L'accroissement de la concentration de CO2 de l'atmosphère les acidifie. La fonte des glaces entraîne également l'élévation du niveau de la mer. La banquise arctique estivale a perdu en surface entre 9,4% et 13,9% depuis 1979. Il se pourrait même qu'elle ait disparu au milieu du siècle. En conséquence, alors qu'en 2007, le précédent rapport prévoyait une élévation moyenne du niveau de la mer comprise entre 18 et 59 cm d'ici à la fin du siècle, cette fourchette a été révisée à un niveau entre 26 et 82 cm. Les experts rappellent que certaines régions seront affectées bien plus rapidement que d'autres. Désormais, nous savons, cela implique l'impérieuse nécessité de l'action. En conséquence, nous avons le devoir de créer une société résiliente face à ce réchauffement climatique. Je vous demande donc, chers délégués, de focaliser vos efforts dans 3 directions. La coordination et la coopération tout d'abord. Le développement durable ensuite. Et bien sûr, la sûreté des individus et des États. En effet, suite à la conférence de Rio+20, le pacte pour les océans a été élaboré afin que l'ONU puisse s'acquitter de manière plus cohérente et plus efficace de ses mandats relatifs aux océans. Il s'agit donc bien d'organiser une réelle coordination intersectorielle et une coopération au niveau national, régional et mondial. Ce cadre collaboratif sera le moyen d'élaborer des stratégies pragmatiques à court, moyen et long terme afin de protéger et de régénérer la santé, la productivité et la résilience des océans et des écosystèmes marins. Je réaffirme ici devant vous la nécessité de coopérer dans tous les domaines, qu'ils soient scientifiques, technologiques, politiques et industriels, afin de protéger notre environnement marin si nécessaire à la survie de notre espèce. Et je reprends à cette occasion les paroles de Françoise Gale, chercheuse au CNRS, qui nous dit que l'océan est le régulateur du climat mondial grâce à ses échanges continuels avec l'atmosphère, qu'il soit radiatif, mécanique et gazeux. Il absorbe, stocke et transporte dans son mouvement la chaleur du soleil en affectant la température et la circulation de l'atmosphère. Sa capacité à stocker la chaleur est bien plus efficace que celle des continents ou de l'atmosphère, mais on ne sait pas encore jusqu'à quand cette capacité de stockage pourra s'exercer. Ainsi, pour elle, l'océan est une pièce majeure de la machine climatique. Comme la forêt, il doit trouver sa place au cœur des enjeux environnementaux et humains du XXIe siècle. C'est pourquoi nous vous demandons de travailler infiniment sur un cadre collaboratif et coopératif afin de faire avancer cette question. Mais cela n'est pas suffisant. Il s'agit aussi d'agir en faveur du développement durable. Consommer comme au siècle dernier, c'est-à-dire sans se soucier de la bonne gestion des ressources naturelles, est un pacte suicidaire mondial. Permettez-moi de souligner que la ressource dont nous avons le plus besoin est aussi la plus rare de toutes, à savoir le temps. Je vous appelle donc à mener une véritable action révolutionnaire en matière de développement durable au bénéfice de nos océans et de leurs ressources. Le développement durable est l'objectif de croissance principal du XXIe siècle, car nous avons miné notre propre chemin vers la croissance. Nous avons brûlé notre voie vers la prospérité. Nous avons cru à la consommation sans limite et sans conséquences. Ces jours sont révolus. Au XXIe siècle, les réserves en approvisionnement se raréfient, alors que les températures s'affolent à la hausse. Tout cela doit maintenant nous amener à repenser un développement équilibré qui permette de sortir les gens de la pauvreté, tout en protégeant la planète et les écosystèmes qui soutiennent notre croissance économique. Je vous demande donc de travailler à réunir les conditions qui permettront de rétablir la santé et la productivité des océans, des mers et de leurs ressources pour assurer un vrai développement durable. Car travailler au maintien de la biodiversité, en assurant la conservation et l'exploitation durable des océans et des écosystèmes marins, c'est un acte de responsabilité envers les générations futures. Il s'agit par ce biais d'éradiquer la pauvreté, d'assurer une croissance économique soutenue, d'assurer la sécurité alimentaire et de créer des moyens de subsistance durable et des emplois décents. Ainsi, nous avons identifié plusieurs leviers et on peut en identifier d'autres, bien sûr. Pour créer ces conditions, il faut agir en premier lieu
sur les habitudes de consommation et de production d'énergie, principales responsables du réchauffement planétaire. Ce changement radical de comportement peut être largement aidé par des incitations financières comme non financières. La mer et les océans sont d'ailleurs une ressource formidable vers laquelle nous pouvons nous tourner pour développer plus encore les énergies renouvelables. Il faut également que l'Assemblée fasse tout son possible afin de trouver les solutions pour réduire les effets de la pollution marine, en s'appuyant notamment sur les conventions en vigueur adoptées dans le cadre de l'Organisation maritime internationale. Mais pas seulement. Il est nécessaire aussi de se battre pour empêcher la pêche illégale et la surcapacité de pêche qui appauvrit les milieux marins et prive de nombreux pays de ressources naturelles essentielles. Il s'agit aussi de s'attacher à faire respecter les obligations de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que du plan d'action internationale de la FAO de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, et de travailler à ce qu'elle soit adoptée et appliquée quasi universellement par les États. Enfin, le développement durable, c'est aussi un impératif de solidarité. Solidarité avec les pays en développement, en renforçant la collaboration dans la recherche scientifique sur les milieux marins, en faveur de la préservation des ressources halieutiques et des récifs coralliens qui abritent près d'un tiers des espèces maritimes connues, ainsi que pour le transfert de technologies. Solidarité également, car l'élévation du niveau de la mer à laquelle nous allons devoir faire face menace principalement les régions côtières et les îles, notamment dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement. J'en viens ainsi à ma troisième direction, la sûreté du monde. Il s'agit désormais de créer des cadres institutionnels pour gérer les réalités des conséquences du réchauffement climatique. Les changements climatiques vont nous confronter à de nombreux problèmes ayant potentiellement des impacts sur la sécurité. Nous risquons de faire face à de nouveaux conflits liés à la raréfaction des ressources et à une pauvreté croissante. Des conflits pour la maîtrise des richesses ou des zones pouvant apparaître du fait du réchauffement climatique. Il semble aussi nécessaire d'élaborer des solutions pour protéger les personnes face à l'élévation du niveau des mers ou de la survenue de tsunamis ou différents autres phénomènes climatiques extrêmes. Ces bouleversements qui s'annoncent vont inévitablement nous confronter à des vagues de migration. Il est indispensable de réfléchir dès maintenant à la définition d'un statut de réfugié climatique. Dans ces domaines, la coopération internationale est plus qu'ailleurs une impérieuse nécessité. Il vous faut définir les bases d'un accord cadre avec une participation universelle des pays. Ainsi, je l'ai affirmé récemment dans le pacte des océans, l'objectif actuel est de retrouver des océans en bonne santé pour un monde prospère. Il est possible de nourrir une grande partie de la planète tout en préservant les milieux marins. Mais pour cela, il faut que cette Assemblée signe un accord qui s'inscrive dans la durée, un accord souple et solidaire, un accord qui nous permette de protéger les océans et ainsi les générations futures, un accord qui permette une utilisation, une gestion et une conservation des océans de manière durable. En effet, les paroles ne suffisent plus. Nous sommes ici pour écrire l'histoire. J'ai participé à la marche pour le climat à New York pour appeler à la mobilisation. J'ai été submergée par l'énergie des dizaines de milliers de personnes qui défilaient à mes côtés. Elles ont exigé que les dirigeants dirigent. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour diriger. Je souhaite, comme chacun de nous ici, que mes petits-enfants puissent profiter de la beauté et de la générosité d'une planète en bonne santé, et qu'en tant qu'être humain, je suis peinée de constater que les inondations, les périodes de sécheresse et les incendies se multiplient, que les nations insulaires vont être rayées de la carte et que d'innombrables espèces sont vouées à disparaître. Nous avons le devoir de nous mobiliser afin que le phénomène de réchauffement climatique soit enrayé. La question des océans, poumons de notre planète, régulateur du climat mondial, doit bénéficier de toute notre attention. Sans plus attendre, je souhaite que nous travaillions ensemble sur ce grand défi du XXIe siècle, celui de transmettre un monde où les moyens de subsistance et la vie de tous soient préservés. Toutes ces personnes qui ont marché pour le climat attendent beaucoup de nous. Ne les décevons pas. Merci.
Je remercie Madame la représentante du secrétaire général et nous allons maintenant ouvrir les débats. La première délégation sur ma liste est celle de la Russie. J'invite donc le représentant de la Russie à venir s'exprimer à la tribune. Ce faisant, je voudrais seulement rappeler que les interventions sont limitées à 2 minutes maximum et j'arrêterai les représentants par un coup de marteau au bout de 2 minutes. Je souhaite aussi rappeler que les applaudissements après les déclarations sont interdits. Monsieur le représentant de la Russie, Madame la représentante de la Russie, vous avez la parole. Madame la Présidente, honorables délégués, la Fédération de Russie est honorée d'être présente à cette assemblée afin d'aborder un sujet essentiel pour l'avenir de l'humanité. On se souvient de la proclamation de M. George Bush à son arrivée au sommet de la Terre de Rio. Le mode de vie américain n'est pas négociable. C'est un mode de vie impossible à généraliser et dont la perpétuation a fait perdre 20 ans à la lutte contre le réchauffement climatique. La conférence de Copenhague a échoué car rien de contraignant n'a été établi pour la surveillance des États en vue de diminuer le réchauffement climatique. La Russie prévoit de diminuer d'ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 30 à 35% par rapport au niveau de 1990. Cette diminution prend en compte de l'absorption de CO2 par les forêts qui est considérable. Si les énergies cinétiques étaient exploitées, elles représenteraient 25% du potentiel de production russe, soit 175 000 mégawatts d'énergie créée. De plus, ces hydrocarbures représenteraient 40% du PIB des États. C'est de là que vient la première source de sa puissance au niveau mondial. Pour diversifier les domaines de la création d'énergie, des installations de 150 centrales nucléaires en Yakoutie sont prévues. L'énergie solaire est de même fortement conseillée dans le nord du Caucase, car elle peut produire jusqu'à 150 000 mégawatts d'ici 2020. Nous pouvons ajouter que de par la création en 1957 de la base de Vostok en Antarctique, qui est en partenariat avec l'Amérique et la France pour étudier le climat, la Russie est au cœur du débat. Observant la diminution des émissions de gaz, la Russie demande que la COP21 débouche sur un accord contraignant international pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Réalisant la participation des jeunes pays, la Russie propose la création d'une agence de l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement qui donnerait enfin la possibilité aux pays émergents de participer au débat, à l'effort de recherche scientifique et à l'élaboration des politiques environnementales. Alarmée par la situation, la Russie invite les États présents, mais aussi les organisations non gouvernementales à s'unir pour aboutir à une résolution contraignante. La Russie croit au rôle central de l'ONU pour coordonner un ensemble d'actions destinées à atteindre nos objectifs communs. Madame la Présidente, honorable déléguée, la Russie vous remercie de votre attention. Madame la représentante de la Russie, je vous remercie. Je rappelle donc qu'après le taper du marteau, vous avez rapidement le temps de conclure si vous n'avez pas fini vos discours. Donc, j'invite désormais le représentant du Royaume-Uni à venir s'exprimer. Madame la représentante du Royaume-Uni, vous avez la parole. Je tiens à vous rappeler aussi qu'il n'y a pas d'applaudissements après les interventions. Madame, vous avez la parole. Dear Mrs. the President, Mrs. the Representative of the General Secretary, honorable delegates, I would like to thank you for giving the United Kingdom the possibility to address you all on a theme so important as the one which gathers us today to maintain the global increase of temperatures under 2 degrees Celsius. After the failure of the Copenhagen summit and the just-in-time extension of the Kyoto Protocol, this conference has been well prepared at Durban, Doha, Warsaw, and Lima. Therefore, there is finally hope that a big deal will be reached with action to commence in 2020. The runaway emissions of past decades have put average global temperatures to around 0.9 degrees Celsius higher than they were prior to the Industrial Revolution. And now exist
push global average temperatures to 1.5 degrees Celsius. The terrific consequences, drought, heat waves, mega fires, melting glaciers, and rising oceans are now well understood. The South is the first victim. The represented States wants to remind its profound commitment to implement and further elaborate policies and measures in accordance to the Kyoto Protocol. The United Kingdom has lowered from 14% its dioxide emissions since 1990 and committed itself to reduce of 40% its emissions for 2030. The United Kingdom alternative energies represented more than 12% of the energetic production in 2012, with an objective at 15% in 2020. And going further, it will close all coal-fired power plants by 2025 and will be the first major country to do so. Moreover, under the trading scheme specified by the Montreal and Kyoto Protocols, the represented States is at the heart of the carbon market. It provides a powerful economic incentive for industries to cut the greenhouse gas. The United Kingdom invites all present states, but also the United agencies, regional organizations, the economic financial actors, the scientists, the non-governmental organizations to work together to bring solid proposals to these issues whom are global warming. Thank you for your attention, Mrs. the President, Mrs. the Representative of the General Secretary, honorable delegates. Je remercie Madame la représentante du Royaume-Uni pour son intervention et j'invite désormais le représentant des Philippines à venir s'exprimer. Madame la représentante des Philippines, vous avez la parole. Mr. Chairman, Mr. Secretary General, distinguished delegates, I thank you for giving me the opportunity to speak. First, let us know that the Philippines is a country consisting of an archipelago and thus directly threatened by rising sea levels. As recently as last month of October, the Philippines was battered by the passage of Typhoon Kopu, which forced tens of thousands of people to leave their homes. What message of hope to convey to our country while it suffers the consequences of climate change? According to the forecasts of the IPCC, we absolutely have to take into account the oceans to ensure the future of our planet and humanity. And according to the challenges of sustainable development, we placed mitigation targets into the economic ladder, but today the priority of our country is to develop and implement solutions. The Republic of Philippines invites all states present, but also UN agencies and NGOs to work together and to bring solid proposals to a problem that affects us all. At the name of vulnerable countries with limited capacity, the Philippines would like to propose the establishment of smart partnerships between countries to establish effective and feasible solutions. We also believe that the solutions must be local. Ecotourism could be a possibility in our country. It could actively involve tourists to preservation actions, especially about the oceans. Agreements can easily be signed. The question is, intelligent measures may not be considered to avoid the risk of disappearance of our archipelago by rising seas? Thank you for your attention, Mr. Chairman, Mr. Secretary General, distinguished delegates. Madame la représentante des Philippines, je vous remercie pour votre intervention et j'invite désormais Monsieur le représentant du Sénégal à venir s'exprimer à la tribune. Alors, Madame la représentante du Sénégal, décidément, vous avez la parole.
Madame la représentante du secrétaire général, Madame la présidente, honorables délégués, la République du Sénégal est fière d'être parmi vous aujourd'hui dans cette assemblée pour traiter du défi climatique. L'Organisation des Nations Unies s'est saisie de cet enjeu majeur pour l'humanité en adoptant le protocole de Kyoto, et il est indispensable d'intensifier les efforts entrepris pour protéger la vie sur notre planète. Le réchauffement atteint dès à présent le Sénégal, la sécheresse se traduit par une chute des rendements agricoles dans certaines régions, l'érosion du littoral est amorcée avec un impact très fort sur le tourisme, l'acidification et l'élévation des températures de l'océan affectent nos écosystèmes marins et menacent les ressources halieutiques. Le Sénégal n'a qu'une part minime dans les émissions à l'origine de ce dérèglement, mais nous sommes néanmoins déterminés à prendre des mesures ambitieuses. Nous nous engageons de manière inconditionnelle à développer d'ici à 2020 des études scientifiques et techniques sur la restauration des écosystèmes côtiers menacés, à promouvoir des technologies de gestion durable des terres, à réduire nos émissions de CO2 de 10% d'ici à 2030. Mais nous voudrions aller bien au-delà. Avec l'aide de la communauté internationale, nous souhaiterions dans les années qui viennent construire des infrastructures de gestion durable des déchets et mettre un terme à la déforestation. Et compte tenu de notre potentiel considérable pour l'énergie solaire, nous pourrions devenir dans les années qui viennent un pays utilisant 100% d'énergie renouvelable. Pour y parvenir, nous demandons à chaque membre de la conférence des parties de se prononcer sur l'adoption d'un traité international permettant de conforter et d'élargir le Fonds vert pour le climat. Il pourrait être financé d'une part par une taxe sur les transports internationaux et d'une autre part par des contributions des États calculées sur la base de 3 critères. Les émissions de CO2 depuis la révolution industrielle, les émissions de CO2 actuelles, l'empreinte carbone prenant en compte les émissions induites par la consommation. Les fonds ainsi réunis pourraient être consacrés à des projets énergie renouvelable, économie d'énergie, absorption du carbone, selon le potentiel de chaque pays, ainsi qu'à des projets santé-éducation, là où ils sont nécessaires et où ils permettraient de limiter la croissance démographique. Notre responsabilité est immense, car le climat est notre bien commun. Et comme l'a dit un sage africain, nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Merci de votre attention, Madame la représentante du secrétaire général, Madame la présidente, honorables délégués. Je remercie Madame la représentante du Sénégal pour son intervention et j'invite désormais Madame la représentante des Seychelles à venir s'exprimer à la tribune. Madame la représentante, vous avez la parole. Mrs. President, Secretary General, Honorable Delegate, thank you for giving us the opportunity to speak. We are proud to participate to these discussions. From the Industrial Revolution, the greenhouse gases due to the overexploitation of fossil energies has led to an excessive increase of the temperatures. Today, we are going to die. We are in danger because our population has stopped to grow up and we won't be able to support our needs. Rising temperatures and consequently the rising waters cause salinization of coast, destroying our marine environment and threaten our economy based on fishing and tourism. Our ecosystem is dying day by day. The whitening of corals is worsening. At this rhythm, in 1 century, our coral island will have disappeared. Without your help, tomorrow we are going to die. So, it's necessary to reduce greenhouse effect gases to fight against the climatic warming up, and for this, the Seychelles commit to reduce them of 29%. We are thinking we can benefit from a debt exchange. We are offering to convert it into mutual positive funds, invest to sustainable energies and green tourism. We also think that put vulnerability rates would be positive for us. If nothing is done, we are going to die. Thank you for your attention, Mrs. President, Secretary General, Honorable Delegates. Madame la représentante des Seychelles, je vous remercie pour votre intervention. Et j'invite désormais Madame la représentante du Vietnam à venir s'exprimer à la tribune. Madame la représentante, vous avez la parole.
Madame la représentante, Madame la présidente, Madame la représentante du secrétaire général, honorables délégués, les représentants de la République démocratique du Vietnam tiennent à vous remercier de la possibilité qui leur est offerte de s'exprimer devant vous aujourd'hui. Notre pays est fier d'être parmi vous pour débattre des difficultés climatiques et ses enjeux corollaires tels que la montée des eaux. Nous sommes engagés dans un processus de développement durable depuis les accords de Rio en 1992 et ceux de Kyoto en 1998, que nous avons signés et ratifiés. Nous avons déjà adopté des plans d'action pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous sommes très exposés au risque de la montée des eaux puisque nos deltas nourriciers sont menacés de disparaître. Par conséquent, notre population et notre économie sont en grand danger. Aujourd'hui, notre pays est déterminé à accentuer sa politique de développement durable afin d'assurer un avenir à une population croissante. Cet objectif ne sera atteint qu'en limitant à 1,5 degré le réchauffement global. Nos efforts se définiront par un objectif de réduction de 8% de nos émissions de gaz à effet de serre de par nos propres moyens financiers. Cependant, une aide internationale nous permettrait d'atteindre une baisse de 25% d'ici 2030. Il faudrait donc que les grandes puissances économiques, à l'origine notamment des problèmes écologiques qui se posent aujourd'hui, abondent le fonds vert à hauteur de 150 milliards afin d'aider les pays en développement à atteindre leurs objectifs. Nous demandons également à ce qu'il y ait une révision périodique des mesures annoncées. Nous sommes ouverts à différentes propositions et en appelant aux pays partageant nos convictions. Merci de votre attention, Madame la Présidente, Madame la représentante du secrétaire général, honorables délégués. Madame la représentante du Vietnam, je vous remercie pour votre intervention et j'appelle désormais à la tribune Madame la représentante de Tuvalu à s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Mr. President, Mr. Secretary General, honorable delegates, it is a great honor to represent people of Tuvalu Islands in the South Pacific. Today, Tuvaluans are among the first victims of the impact of climate change. In 2050, with the ocean level rise, our islands will be uninhabitable. Soon, the whole population will be forced to leave. Where will we go? Who will welcome us? We want to thank all the members who supported financially Green Climate Fund. But will money solve everything? Today, the urgency is the health of the oceans. Oceans can feed us, but oceans can also kill us. We have two proposals today. First, we urgently need a commitment from all countries to make clear decisions about the fate of all the climatic refugees. Next, we would like to create a United Nations Climate and Ocean Club with not only representatives of governments, but also scientists, companies, and activists. Let's face it, today they all work to find solutions, but separately. Yet, with such a club, they would all work together to find solutions. We trust all the delegates present here today to support our project. We need the world's solidarity to create a common future and save Tuvaluan children. For if we save Tuvalu, we save the world. Thank you for your attention. Je remercie Madame la représentante de Tuvalu pour son intervention et j'invite désormais Madame la représentante des Pays-Bas à venir s'exprimer à la tribune. Alors, Monsieur le représentant des Pays-Bas, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale, honorables délégués, je vous remercie de m'accorder votre attention. Les Pays-Bas se réjouissent de participer à cet événement pour débattre de la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences sur les océans. 40% des terres des Pays-Bas sont concernées par le problème de montée des eaux. 25% du CO2 émis chaque année par l'homme est absorbé par celui-ci. Les océans connaissent une acidification inquiétante et provoquent la disparition d'une part de sa biodiversité. Tout d'abord, nous regrettons profondément de ne pas avoir respecté les objectifs de Kyoto. Nous sommes porteurs d'une volonté de mieux faire, réduire nos gaz à effet de serre et notre consommation d'énergie. Nous avons d'ores et déjà agi en ce sens.
En premier lieu, par la mise en place d'une analyse de risque. Ensuite, par la poursuite du projet Delta, nous prévoyons de consolider les berges de plus de 1500 km de nos rivières. Enfin, par l'instauration de Green Deals, qui sont des mesures participatives s'appuyant sur le ressort de notre société. Pour l'avenir et pour diminuer de manière importante et durable les émissions de gaz à effet de serre, nous nous engageons à respecter les objectifs énoncés par l'Union européenne. Les Pays-Bas proposent par ailleurs la création d'un délit de mise en danger de la planète sanctionné par une cour de justice internationale qui aurait autorité à juger les pays qui n'auraient pas atteint leurs engagements d'ici 2020. Le montant des amendes serait reversé au fonds d'aide au projet vert. Par extension, elle pourrait également sanctionner les acteurs économiques sur des modalités à définir. Merci de votre attention, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale, honorables délégués. Je remercie Monsieur le représentant des Pays-Bas pour son intervention et j'invite désormais Monsieur le représentant du Bangladesh à venir s'exprimer. Monsieur le représentant, vous avez la parole. Ladies and gentlemen, distinguished guests, we are gathered here today to express our deep concern about the climate crisis. Global warming is the consequence of some human activities and it affects all of us. An agreement has to be reached and concrete solution proposed. There are already hundreds of thousands of environmental refugees in Bangladesh. Each day, families have no choice but to flee because of rising waters. The vulnerability of our population is intolerable. It is a fact that we are now facing major sanitary issues due to always more frequent natural hazards. In a few decades, when Bangladesh is submerged, what will become of our nation as a whole? Would you like your children to bear the consequences of our mistakes? Considering the social and environmental issues, the delegates call upon all of us to reduce carbon emissions. It must be a priority. Not only should green energies be promoted, but they have to progressively replace any polluting source of energy. Our people trusts you to bring positive changes through international cooperation. The delegates of Bangladesh would like to remind you that it's high time that we took decisions today for a sustainable tomorrow. It is a matter of survival. Climate change can be denied, but not avoided. Thank you. Je remercie Monsieur le représentant du Bangladesh pour son intervention et j'invite désormais Madame la représentante du Canada à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Monsieur le secrétaire général, honorables délégués, nous tenons à vous remercier de l'opportunité qui nous est offerte ce jour d'être réunis parmi vous pour poursuivre ce qui fut proposé lors du protocole de Kyoto en 1997. Nous, représentants du Canada, sommes particulièrement concernés par le réchauffement climatique. En effet, nous disposons de près de 202 080 km de côtes, majoritairement riveraines de l'océan glacial arctique. C'est pourquoi notre biodiversité maritime et terrestre sont toutes deux menacées. Avec l'augmentation de près de 1,5 degré de l'océan glacial arctique, causant une fonte des glaces et une augmentation du niveau de la mer, de nombreux milieux sont menacés. Les poissons migrent désormais vers le nord, rendant leur pêche difficile et impactant un secteur économique majeur de 329 000 Canadiens. Les zones urbanisées du Nunavut, peuplées d'Inuits, tendent à disparaître. Nous proposons Le Canada a donc mis en place plusieurs initiatives. Nous produisons 80% de notre électricité sans rejet de gaz à effet de serre et avons largement développé nos parcs éoliens. Vancouver est également la ville la moins émettrice du globe.
Le Canada propose donc aux 15 délégations les plus émettrices du globe de former une coalition dans le but de réduire d'ici 2050 sous 2 tonnes les émissions de gaz à effet de serre. Grâce au projet de décarbonisation profonde de Jeffrey Sachs. Nous proposons également une baisse de la vitesse sur l'ensemble des routes du globe qui permettrait de réduire considérablement la pollution sur l'ensemble de la planète. Il faut agir et trouver des solutions maintenant. L'ensemble des représentants du Canada vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, honorables délégués. Je remercie Madame la représentante du Canada pour son intervention et j'invite désormais Madame la représentante de la Chine à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Madame Representative of the Secretary General, Madame the President, honorable delegates. China thanks you for the possibility which is offered to our country to make a contribution to this meeting in order to limit the rise of global temperature to 2 degrees Celsius. The development of China, especially through its industrialization, is responsible for a part of global warming. But the country is aware of the consequences on its population and on the planet. Then, in agreement with the second article of the Kyoto Protocol to promote sustainable development, China makes a contribution to pursue the development of sustainable energies and to reduce the subsidies for coal extraction. China is preparing a national plan to control pollution sources in a stricter way. To obtain a large support of the population, China will enforce an awareness campaign to the population. According to the recommendations of the third article of the Kyoto Protocol, China pursues the increase of its forest stock volume before 2030. Measures have to be taken in order to reduce green algae quantity thanks to new taxes for industries which contribute to their proliferations. China reiterates its deep concern about global warming and assures you that its delegation is ready and honored to work with you. Thank you for your attention, Madam Representative of the Secretary General, Madam the President, honorable delegates. Je remercie Madame la représentante de la Chine pour son intervention et j'invite désormais Madame la représentante des États-Unis d'Amérique à venir s'exprimer. Monsieur le représentant des États-Unis d'Amérique, vous avez la parole. Honorable délégué, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale, Madame la représentante spéciale du Secrétaire Général, conscient que le réchauffement climatique a des effets néfastes sur la planète et sur l'humanité, notant la présence et l'engagement de nombreux pays en faveur de cette lutte, conscient du rôle important que les États-Unis peuvent jouer dans cette négociation et au-delà le rôle important que l'ensemble des pays développés, rappelant notre responsabilité envers les générations futures, prenant note que les accords précédemment passés, tels que l'accord de Kyoto, l'accord de Marrakech ou encore l'accord de Copenhague, n'ont eu que peu d'effet dans notre lutte contre le réchauffement climatique. Nous, les États-Unis, conscients que nous contribuons de manière importante aux émissions de gaz à effet de serre avec 57% des émissions mondiales, nous nous engageons dans un premier temps à réduire nos émissions de 15% d'ici 2020, afin d'atteindre les 37% d'ici 2030 par rapport à 2010. Les États-Unis s'engagent à mettre en place un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire. Les États-Unis d'Amérique, forts de notre capacité à innover et à investir, nous nous engageons à développer des recherches dans le domaine des transports et des énergies propres. Nous nous engageons à mettre à disposition des brevets liés aux technologies propres. Nous proposons la création d'un fonds mondial d'investissement afin de permettre aux pays développés d'investir dans les énergies renouvelables qui permettront de mettre en place un modèle de développement plus durable. Afin de mettre en place ce fonds mondial, nous contribuons à 0,2% de notre PIB, ce qui est une somme conséquente. Nous demandons la création d'un Conseil de sécurité climatique dont le mandat sera d'accompagner la mise en œuvre des accords liés au climat. Ce même Conseil de sécurité pourra mettre en place des plans d'aide aux pays victimes des effets du réchauffement climatique. Nous proposons la création de casques verts, chargés de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité climatique.
Madame la Présidente, honorables délégués, nous vous remercions de votre attention. Je remercie Monsieur le représentant des États-Unis d'Amérique pour son intervention et j'invite désormais Madame la représentante de Madagascar à venir s'exprimer à la tribune. Monsieur le représentant de Madagascar, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la représentante du secrétaire général, honorables délégués, je vous remercie de m'accorder la parole. La République de Madagascar est fière de pouvoir être parmi vous pour débattre au sujet de la lutte contre la pollution des océans. Notre but, aujourd'hui, est de trouver une solution durable, une réponse à l'état actuel des océans afin d'en préserver les ressources. C'est pourquoi mon pays invite l'ensemble des agences onusiennes et non gouvernementales à travailler sur ce sujet. Par le passé, le développement s'est nourri de la combustion d'énergie fossile, et elle constitue encore la principale source d'émissions à gaz à effet de serre. La déforestation y contribue quant à elle à hauteur d'environ 15%. À notre échelle, le sous-développement et la pauvreté ont poussé des populations locales à défricher la forêt, pour le bois de chauffage et la cuisine. Les conséquences se mesurent aujourd'hui sur la dégradation de la qualité des océans. Le réchauffement climatique est une des causes de l'appauvrissement de la biodiversité océanique. Les océans s'asphyxient et s'acidifient. Ils sont pourtant une ressource sans équivalent en termes de biodiversité. Des espèces restent à découvrir. Si nous n'y prenons pas garde, elles disparaîtront avant que nous puissions en exploiter le potentiel. À l'avenir, l'aide au développement pourrait prendre forme d'un transfert de technologies dans le domaine des énergies renouvelables. Notre île regorge de ressources qui pourraient intéresser les chercheurs et les industries du monde entier. La coopération scientifique se traduirait par des échanges de chercheurs, techniciens et ingénieurs. La République malgache a besoin de l'aide des pays développés afin d'exploiter son potentiel marin. Ainsi, nous souhaitons débattre d'une résolution qui ferait de l'aide au développement par transfert des technologies sur les énergies renouvelables une priorité dans la lutte contre le gaz à effet de serre. Merci de votre attention. Madame la Présidente, Madame la représentante du secrétaire général, honorables délégués. Je remercie Monsieur le représentant de Madagascar pour son intervention et j'invite Madame la représentante des Maldives à venir s'exprimer. Madame la représentante, vous avez la parole. Madame la représentante du secrétaire général, Madame la présidente, honorables délégués, je vous remercie de m'accorder la parole en ce jour qui, je l'espère, au même titre que le 11 décembre 1997, sera signe de renouveau pour tous, et particulièrement pour mon pays. Les Maldives font partie de ces nations préoccupées par le changement climatique que nous tous provoquons et subissons. En effet, notre pays est particulièrement impacté par ce phénomène, car l'inexorable montée des eaux provoquera à terme notre disparition. Chers collègues, l'heure est à l'urgence. Il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Les Maldives, pour vous tous, cela évoque l'eau cristalline, les plages de sable blanc, les paillotes au bord des lagons. Mais derrière ces paysages de cartes postales se cache une réalité tout autre. Eau polluée, plages de déchets, paysages massacrés. Beaucoup d'actions et de corrections doivent être menées, et nombre de pays vont y contribuer. Songez que 7,2 kilos de déchets sont produits par jour et par visiteur dans nos îles. Réalisez que, en 2013, 1,1 million de visiteurs ont engendré 56 millions de kilos de déchets. En conséquence, une nouvelle île est apparue dans notre archipel paradisiaque, l'île poubelle. Cela constitue un véritable paradoxe qui sera l'un de nos défis. Accueillir le tourisme et faire en sorte qu'il ne détruise pas l'image idyllique qu'il est venu rencontrer. De plus, la dépendance de notre pays vis-à-vis du pétrole et des produits finis engendre de nombreuses pollutions. Nous souhaiterions développer les énergies renouvelables avec l'installation d'hydroliennes dans nos océans ou encore la mise en place de bateaux solaires. Les Maldives souhaiteraient, pour relever ce défi écologique, bénéficier d'une aide internationale leur permettant toutes les adaptations nécessaires. Nous devons agir, mais sans vous, sans votre aide, il n'y aura pas de solution durable à ces problèmes. Merci de votre compréhension, de votre attention. Madame la représentante du secrétaire général, Madame la présidente,
Honorables délégués, c'est ensemble que nous devons agir. Ou, sinon, les Maldives deviendront sans votre aide un souvenir. Je remercie Madame la représentante des Maldives pour son intervention. Et j'invite le représentant de la Norvège à venir s'exprimer. Avant cela, je vais tous vous inviter aussi à venir déposer au secrétariat les documents nous indiquant avec quel pays vous aimeriez négocier pour la phase de négociation qui va suivre. Donc, Monsieur le représentant Madame la représentante de la Norvège, vous avez la parole. Honorable Chairman, Mr. Representative of Ban Ki-moon, fellow delegate, the delegation of Norway is utterly pleased to be part of this conference and debate about the limitation of global warming and its consequences on the ocean. Norway wishes to expose its motivation to reduce greenhouse gas emissions by 40% before 2030. With 3,000 kilometers coastline, Norway is all the more concerned by global warming, since its consequences are twice faster in Arctic areas. However, all the effect won't be dramatic. Thanks to the expansion of plant tree species northward, we will capture a high percentage of greenhouse gases. The opening of a new maritime route to the north will reduce the distance, fuel consumption, so as gas emission. We suggest the creation of a North Road carbon tax to support marine renewables development and transfer in emerging countries owning suitable sites. We wish to establish a free duty zone reserved to clean ships and to transform one of our exclusive economical zones into an unexploitable maritime natural zone. Our hydroelectricity expertise allows us to consider the energy transition seriously and at the same time support industrial fishing in order to preserve the common interest. Thank you for your attention, Mr. President, Mr. Representative of Ban Ki-moon, and fellow delegates. Je remercie Madame la représentante de la Norvège pour son intervention et je vous demanderai de rester un peu plus silencieux pendant l'intervention des représentants. J'invite donc désormais Monsieur le représentant du Japon à venir s'exprimer. Monsieur le représentant du Japon, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire, Madame la Secrétaire Générale, honorables délégués, je vous remercie de m'accorder la parole. La République du Japon est fière d'être parmi vous aujourd'hui dans cette assemblée pour traiter d'un sujet délicat sur lequel les Nations Unies et le peuple japonais travaillent activement. Il s'agit de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique de notre planète d'ici à 2100. Notre pays est le 4e émetteur de gaz à effet de serre au monde. Regrettant profondément cette situation et déterminé à l'améliorer, nous avons décidé de nous engager dans une politique environnementale non gouvernementale très volontaire dans le cadre du protocole de Kyoto. Malheureusement, chacun se souvient de la catastrophe de Fukushima en 2011, dont les conséquences ont été dramatiques. L'arrêt de nos centrales nucléaires a bouleversé notre mix énergétique. En juin dernier, notre Premier ministre a annoncé notre ambition, l'objectif des réductions des gaz à effet de serre de 26% d'ici à 2030 par rapport à l'année 2013. Cela se fera en privilégiant le retour au nucléaire et en doublant la part des énergies renouvelables. Mais cependant, les efforts des nations ne suffisent pas. Ils doivent être relayés par les politiques locales pour être efficaces. Nous invitons l'ensemble des États présents, mais aussi les organisations non gouvernementales, à travailler ensemble afin d'apporter des propositions solides à un problème qui nous touche tous. Le Japon accorde son intérêt fondamental sur cette question et tient sa délégation prête à travailler conjointement avec vous. Merci de votre attention, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale, honorables délégués. Je remercie Monsieur le représentant du Danemark pour son intervention et j'invite du Japon, pardon, excusez-moi. Et j'invite désormais
Monsieur le représentant du Danemark à venir s'exprimer. Monsieur le représentant du Danemark, vous avez la parole. Madame la représentante du secrétaire général, Madame la présidente, honorables délégués, c'est avec grand plaisir que nous, représentants du Royaume du Danemark, rejoignons cette 21e conférence des partis. Nous remercions le peuple français pour leur accueil et l'organisation de cet événement que nous espérons historique. Avec émotion pour le 70e anniversaire de l'ONU, rappelons-nous qu'elle a essentiellement pour objectif d'assurer le bien-être de l'humanité. Or, le changement climatique en cours représente une menace globale pour son avenir. Notre territoire du Groenland joue notamment un rôle très important dans la montée des eaux à l'échelle du globe. En effet, sa calotte glaciaire représentant 10% des glaces mondiales ne cesse de fondre avec une perte de masse d'environ 50 milliards de tonnes par an. La question environnementale nous apparaît donc cruciale. C'est pourquoi notre nation, par ses politiques éducatives et énergétiques, vise à favoriser une harmonie entre notre territoire et l'environnement global. C'est donc avec détermination que nous souhaitons aujourd'hui nous inscrire dans l'accord de Durban, qui permet de contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius. Cet objectif nécessite de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 70% d'ici 2050 et de parvenir à la neutralité carbone dans la deuxième moitié du siècle. Nous espérons également un accord sur une réforme énergétique avec arrêt d'exploitation des ressources fossiles et développement des énergies renouvelables. Pour conclure, nous vous rappelons qu'aucune région du monde n'échapperait aux conséquences de notre inaction. Madame la représentante du secrétaire général, Madame la présidente, honorables délégués, merci pour votre attention. Je remercie Monsieur le représentant du Danemark pour son intervention et j'invite désormais Madame la représentante de la France à venir s'exprimer. Madame la représentante de la France, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la secrétaire générale, honorables délégués, je tiens à vous remercier de la possibilité qui m'est offerte de m'exprimer devant vous sur un thème aussi important que celui qui nous réunit aujourd'hui, le réchauffement climatique. Mon pays invite l'ensemble des partis à mettre en place des mécanismes de transparence afin que l'on puisse vérifier les avancées impératives de chaque État vers ses objectifs. Sans une réduction de nos consommations énergétiques et de nos émissions à effet de serre, l'humanité se met elle-même en grave danger et compromet l'épanouissement durable de toute forme de vie sur notre planète. La France n'est pas épargnée par le réchauffement climatique et croit en la possibilité d'améliorer la situation. Pour y parvenir, elle s'engage à diminuer l'utilisation de combustibles fossiles et la part du nucléaire dans la production de notre énergie. Elle sera à la pointe dans le développement des énergies renouvelables. Elle s'engage aussi à encourager les initiatives et les projets en faveur d'une agriculture écologique et à favoriser la fabrication de biomatériaux, le recyclage des déchets et la relocalisation des activités afin de diminuer les transports. La France invite l'ensemble des États présents à partager et échanger sur ces thématiques. Elle propose aux pays littoraux de développer leur secteur des énergies marines renouvelables. Elle demande aux autres pays d'envisager les moyens à donner à la recherche pour rendre ces engagements réellement efficaces. Merci de votre attention. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire générale, honorables délégués. Je remercie Madame la représentante de la France pour son intervention et je vous rappelle que vous devez nous communiquer vos volontés, on va dire, de travail, avec quels États vous voulez négocier, tout ça au secrétariat avant la fin des interventions. J'invite maintenant Monsieur le représentant de l'Inde à venir s'exprimer. Monsieur le représentant de l'Inde, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la représentante du secrétaire général, honorables délégués, je vous remercie de m'accorder la parole. L'Inde est fière d'être parmi vous aujourd'hui dans le but d'arriver à une concession universelle qui limiterait le réchauffement climatique sous 2 degrés ainsi que ses effets sur les océans.
Entre 1990 et 2012, les effets de gaz à effet de serre ont augmenté de 67% dans notre pays. Nous prenons alors ce débat très au sérieux. Car voyez-vous, nous sommes aussi victimes du réchauffement climatique. N'oublions pas que près d'un tiers de la population indienne subsiste avec moins de 2 $ par jour et que 18% de nos concitoyens souffrent encore de sous-alimentation. L'Inde est donc pleinement engagée et donc pleinement consciente des enjeux. Ainsi, nous sommes résolument engagés pour produire 40% de notre électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici la fin 2030. Notre Premier ministre s'est également engagé à poursuivre et amplifier la préservation des mangroves, si importante pour la protection de nos littoraux. Si le niveau de la mer augmente d'1 mètre d'ici 2100, 5700 km² de nos terres risquent d'être inondés et 7,1 millions de nos concitoyens devront déménager. C'est pourquoi nous invitons les États les plus développés à ne pas oublier leurs responsabilités historiques et à leur devoir de promouvoir les 17 objectifs du développement durable adoptés par l'ONU cette année. Dans cette optique, les pays développés doivent faciliter le transfert de technologies en direction des pays du Sud. Ils doivent apporter leur support à des projets visant à réduire le réchauffement climatique tels que les énergies houlomotrices ou toute autre énergie renouvelable. En conclusion, citons une maxime de notre guide Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir sur notre monde ». Merci de votre attention, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale, honorables délégués. Je remercie Monsieur le représentant de l'Inde pour son intervention et j'invite Monsieur le représentant de la Namibie à venir s'exprimer. Monsieur le représentant de la Namibie, vous avez la parole. Monsieur le Président, messieurs les délégués, merci de nous permettre de nous exprimer. Aujourd'hui, à l'heure du changement climatique et de la transition énergétique, la Namibie est sidérée. Malgré tous nos beaux discours, nous, la délégation internationale, n'arrivons pas à de vrais changements. Depuis des années, nous parlons mais n'agissons pas. Comment cela est-il possible ? Nous, les dirigeants du monde, incapables de sauver la planète ? Nous en sommes capables. Nous pouvons réaliser ce sauvetage si nous cessons de nous préoccuper de nos intérêts personnels et si nous sortons de ces comportements égoïstes. Agissons. Aujourd'hui, la Namibie constate l'énergie est la cause de tous les problèmes environnementaux. Le pétrole, le gaz, l'énergie nucléaire, toutes ces sources d'énergie détruisent la Terre, causant l'acidification des océans, le réchauffement climatique, là encore la baisse de la faune et la flore et mettent la biodiversité en péril. Aujourd'hui, la Namibie est venue avec des idées. 70% de notre planète est recouverte d'océans, des océans que nous détruisons alors que nous pourrions les utiliser. Pourquoi n'installons-nous pas des éoliennes flottantes afin d'oublier les centrales à charbon nucléaire ? Nous savons tous que ces éoliennes sont des aubaines pour la biodiversité et des stimulateurs économiques. À plus de 30 km de nos côtes, elles ne dérangeront personne, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, la Namibie demande avec ferveur que tous les pays possédant des eaux territoriales ou des ZEE s'associent pour, ensemble, développer des champs d'éoliennes à grande échelle. Quant aux 30 États qui n'ont pas cette chance, le gouvernement namibien leur demande de s'impliquer économiquement à une hauteur de 5% de leur PIB. Si nous réussissons, nous espérons que, bientôt, 50% de l'énergie électrique sera produite par des énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Que dirons-nous à cet enfant qui verra notre planète détruite ? Lui dirons-nous que nous avons trop attendu devant les difficultés ? Ou, au contraire, serons-nous fiers de lui raconter que nous avons fait les bons choix, les bonnes décisions, au bon moment, et que la planète est sauvée ? Vous êtes devant un choix. Merci de votre attention. Monsieur le représentant de la Namibie, je vous remercie pour votre intervention. J'invite désormais Madame la représentante de l'Islande à venir s'exprimer. Monsieur le représentant de l'Islande, vous avez la parole. Honorables délégués, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, la délégation islandaise est très honorée d'être parmi vous aujourd'hui afin de travailler ensemble
à la résolution d'un problème majeur pour les années à venir et pour l'ensemble de l'humanité, à savoir la maîtrise du réchauffement climatique. Notre pays s'est déjà engagé, continuera à s'engager et invite tous les États membres de cette Assemblée à s'engager de manière forte. En effet, ce sont des résolutions ambitieuses qu'il nous faut. Car aujourd'hui, nous pouvons encore agir pour limiter la hausse des températures, mais qu'en sera-t-il demain ? L'Islande est évidemment directement concernée. La fonte de nos glaciers est plus rapide et plus importante chaque année. Mais ce phénomène local, qui a une grande influence sur le tourisme, notons-le, pourrait avoir de sévères influences mondiales par des incidences sur le Gulf Stream. Nous le voyons, les enjeux climatiques sont tels qu'il nous faut agir au niveau global, ce à quoi seule notre Assemblée est compétente, nous le rappelons. Pourtant, l'Islande n'a guère les moyens d'avoir une influence de taille. En effet, avec un PIB à hauteur de 12 milliards et une économie qui s'est effondrée avec la crise économique de 2008, nous ne pouvons pas agir énormément plus que ce que nous avons d'ores et déjà fait sur notre territoire qui est, je le rappelle, difficile du point de vue géographique. Nous produisons en revanche 87% de notre électricité à base d'énergie renouvelable. Nous comptons bien poursuivre nos efforts jusqu'à la produire en totalité sur ces bases. Notre soutien moral sera, lui, illimité et inconditionnel. L'Islande réaffirme donc son intérêt fondamental pour cette question et souhaite parvenir à un accord à hauteur de l'enjeu pour nous et pour les générations futures. La délégation ici présente se tient prête à collaborer et sera honorée de soutenir l'accord le plus audacieux. Merci de votre attention, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, honorable délégué. Monsieur le représentant de l'Islande, je vous remercie pour votre intervention et j'invite Monsieur le représentant de l'Australie à venir s'exprimer. Monsieur le représentant de l'Australie, vous avez la parole. Madame la représentante du secrétaire général, Madame la présidente, honorables délégués, merci à vous tout d'abord de m'accorder la parole au sein de cette assemblée. L'Australie est fière d'être parmi vous pour relever le défi climatique qui se présente à nous aujourd'hui et tient à réitérer son attachement à la réduction des gaz à effet de serre et reconnaissant de la nécessité de réduire l'utilisation des énergies fossiles, consciente de la nécessité de préserver les zones coralliennes pour ne pas mettre en péril les réserves halieutiques, affirmant qu'une baisse durable des GES passe par l'arrêt des déforestations massives dont sont victimes les États de la zone équatoriale, accepte de réduire sa consommation de charbon à hauteur de 30% à l'horizon 2025 et ses exportations à hauteur de 60% sur la même période. Suggère que soit instaurée dès 2016 une taxe de 0,1% sur les transactions financières mondiales, taxe qui permettrait de constituer annuellement un fonds de quelques 2000 milliards de dollars américains, soit 20 fois plus que les engagements pris lors de la conférence de Varsovie. Recommande que ce fonds soit utilisé à la fois pour aider les pays en développement à s'équiper en énergie renouvelable, pour aider au reboisement et pour compenser les pertes financières liées à l'arrêt progressif de la filière charbon. Propose enfin qu'une politique des restrictions des naissances soit soutenue par l'ONU dans les États en développement afin de permettre aux populations d'envisager un réel progrès économique et social et de ne pas accroître démesurément l'impact carbone de la population mondiale. Merci de votre attention, Madame la représentante du secrétaire général, Madame la présidente, honorable déléguée. Monsieur le représentant de l'Australie, je vous remercie pour votre intervention. J'invite Monsieur le représentant de l'Afrique du Sud à venir s'exprimer. Monsieur le représentant de l'Afrique du Sud, vous avez la parole. Madame la représentante du secrétaire général, Madame la présidente, honorable déléguée, je vous remercie tout d'abord de m'accorder la parole. L'Afrique du Sud, mon pays, est fier d'être parmi vous aujourd'hui pour débattre sur le thème du dérèglement climatique. Nous reconnaissons être parmi les 20 plus importants émetteurs de gaz à effet de serre et nous produisons près d'un quart des émissions de CO2 d'Afrique subsaharienne. Au niveau climat, l'Afrique du Sud connaît déjà des phénomènes dévastateurs. Nos côtes sont menacées par la montée des eaux, celle-ci affectera le trafic portuaire, provoquera la chute des activités touristiques et le déplacement des populations.
Conscients du péril généré par cette menace, nous mettons en œuvre une politique de lutte contre le changement climatique. Afin de respecter l'engagement des parties à limiter le dérèglement climatique à 2 degrés pour la fin du siècle, l'Afrique du Sud pense, d'ici 2020, pouvoir circonscrire ses émissions de gaz à effet de serre de 34% et parvenir à une réduction de 42% d'ici 2025. Ceci prouve notre intérêt à ne pas laisser la situation perdurer. Aussi, nous demandons l'appui financier et technique des pays développés. Nous souhaitons bénéficier du fonds vert car, à ce jour, seulement 1,2% des financements créés par le protocole de Kyoto est accordé à l'Afrique subsaharienne. L'Afrique du Sud invite les États présents à travailler ensemble afin d'apporter des propositions solides à ce problème. Elle tient cette délégation ici présente, prête et honorée à travailler avec vous. Merci de votre attention. Madame la représentante du secrétaire général, Madame la Présidente, honorable délégué. Je remercie Monsieur le représentant de l'Afrique du Sud pour son intervention. Nous avons désormais entendu la dernière délégation inscrite dans le cadre du débat. Je clôt donc ce débat. Nous allons maintenant passer aux consultations. J'invite donc les délégations à commencer à négocier et à se rapprocher les unes des autres à partir des positions exprimées dans le débat en vue de préparer des projets de résolution. Je tiens à rappeler, s'il vous plaît, que l'objectif final est de parvenir idéalement à un projet de résolution qui sera adopté par consensus, voire à 2 projets qui seraient soumis au vote. La question qui vous est soumise est cruciale, vous le savez déjà. Je vous demande donc de faire preuve de responsabilité et d'un esprit de coopération afin de faciliter les négociations. Je vous en remercie. Les consultations dureront donc 30 minutes, puis vous reviendrez dans cette salle pour une courte séance de présentation des projets de résolution par un représentant du projet, au nom de tous les co-auteurs. Ces présentations de 2 minutes maximum porteront sur l'économie générale du projet, en mettant l'accent sur les mesures concrètes proposées. Au retour en salle, je vous prie de venir voir le secrétariat pour nous faire part de votre désir d'intervenir. La séance est suspendue pour les consultations qui auront lieu dans les salles voisines. Mesdames et messieurs, nous allons donc reprendre la séance formelle. Il semblerait que nous ayons 3 projets de résolution. Alors, pour une question d'organisation, nous allons modifier l'ordre et j'inviterai donc la délégation des Philippines à venir nous présenter son projet, s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous avez 2 minutes pour présenter le projet, c'est à vous. Donc, projet de résolution suite à la négociation des États suivants: Inde, Japon, Philippines, Pays-Bas, Bangladesh et les îles Tuvalu. L'Assemblée générale, ayant examiné le rapport de Monsieur le secrétaire général, rappelant le sommet de la Terre à Rio en 1992, le protocole de Kyoto de 1997, les accords de Copenhague en 2009 et les principales décisions adoptées à Cancun en 2010, ainsi que celles de Durban en 2011, celle de Doha en 2012 et celle de Varsovie en 2013, avec celle de Lima en 2014, soulignant qu'il importe de prendre en compte la position déterminante de notre entente, rappelant l'urgence de la situation qui concerne nos États insulaires et qui est la suivante. Le réchauffement climatique à l'échelle mondiale entraîne en effet, depuis déjà de nombreuses années, une montée catastrophique du niveau des eaux et une augmentation du nombre de catastrophes naturelles dans certaines de nos régions, et donc une obligation pour certains de nos peuples de quitter leur territoire progressivement. Cette aide pourrait être appuyée par des États possédant une économie forte et influente. Il faudrait pour cela créer un statut de réfugié climatique. Ce statut prendrait en compte ce statut serait défini en fonction de l'appartenance à un État
décrit comme pauvre et menacé par le réchauffement climatique et par la montée des eaux. Cependant, il est nécessaire de prendre le problème à long terme aussi, en nous préoccupant activement de mettre en commun nos efforts et en créant une union océan et climat. Cette union pourrait comporter aussi des États influents et qui pourraient communiquer et partager leurs technologies afin de réduire le réchauffement climatique et donc cette montée des eaux. Je remercie Madame la représentante des Philippines pour sa présentation et j'invite maintenant la délégation du Vietnam à venir présenter le deuxième projet. Donc par un projet parrainé par la Chine, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la France, les Maldives, le Sénégal, le Danemark, l'Islande, l'Afrique du Sud et j'espère que j'en ai pas oublié, et ramené par le Vietnam. Donc nous sommes intéressés au financement concernant les difficultés et les enjeux climatiques aujourd'hui. Donc nous rappelons notre considération concernant la conférence, les accords menés durant la conférence de Kyoto en 1997, rappelant la conscience que nous avons des enjeux climatiques aujourd'hui et l'importance d'agir vite et considérablement aujourd'hui. Donc nous avons émis l'idée nous avons décidé de financer un fonds vert à hauteur de ce qui serait environ de 125 milliards et qui se ferait en fait en fonction des PIB ou des mesures possibles dans chaque pays. De plus, il apparaissait intéressant de mettre en place une révision périodique concernant ces mesures annoncées. Nous soulignons l'importance pour le financement de ce fonds vert de taxes carbone mises en place, donc qui pourrait se faire de par le biais des transports en commun ou de firmes transnationales en fonction de ce qui est possible et ce qui aurait une réelle action dans chaque pays. De plus, nous rappelons notre considération et le fait que nous sommes intéressés par une mise en place d'alliances entre pays développés et pays en développement pour pouvoir à la fois allier les fonds présents dans les pays développés pour qu'ils soient investis dans les pays en développement en n'ayant pas les moyens de mettre en place des technologies ou des centres de recherche pour pouvoir développer des énergies propres. Voilà à peu près les accords que nous avons essayé de discuter. Merci à tous. Je remercie Madame la représentante du Vietnam pour sa présentation et j'invite la délégation de la Namibie à venir présenter le troisième projet. Liste des États soutenant la résolution. Sénégal, Russie, Royaume-Uni, Seychelles, Madagascar, Namibie, Australie, Norvège. Rapport du projet, Namibie. L'Assemblée générale, ayant examiné le rapport de Monsieur le secrétaire général, rappelant le sommet de la Terre de Rio en 1992, le protocole de Kyoto en 1997, les accords de Copenhague de 2009, les principales décisions adoptées à Cancun en 2010, Durban en 2011, Doha en 2012, Varsovie en 2013, Lima en 2014, rappelant le rôle des États membres dans la préservation de l'environnement, soulignant qu'il importe d'agir rapidement et massivement pour le climat, considérant les énergies renouvelables comme la seule solution viable pour la planète, alarmé par les graves dangers touchant les populations vivant à proximité de l'océan ou des rivières, réaffirmant l'importance de la transition énergétique, appelle l'attention des gouvernements sur le fait que le réchauffement est un problème immédiat et majeur, exige que les pays favorisent la création de cellules scientifiques de transition énergétique dans le but de faire progresser rapidement les avancées technologiques sur les énergies propres. Demande avec ferveur à tous les pays ayant la possibilité d'accueillir des infrastructures énergétiques marines et renouvelables à une grande échelle, invite ces États, dans le cadre de la solidarité internationale, à ne pas utiliser ces infrastructures uniquement pour eux-mêmes, mais à inviter les pays se trouvant dans l'impossibilité de bénéficier de ces infrastructures à installer leurs propres structures dans ces eaux. En contrepartie, une compensation financière sera versée à hauteur de l'importance des infrastructures. Veut sanctionner les rejets de gaz à effet de serre à l'aide d'une taxe carbone.
oblige les États à utiliser un pourcentage de ressources propres dans les énergies de chaque pays afin de favoriser la création des énergies renouvelables, négociée et acceptée par tous les pays présents lors des négociations. Je remercie Monsieur le représentant de la Namibie pour sa présentation. Il semblerait que nous ayons désormais entendu toutes les présentations de projets de résolution. Je vous invite donc à faire une pause déjeuner pendant laquelle vous pourrez, s'il vous plaît, je n'ai pas fini, pendant laquelle vous pourrez continuer les négociations de manière informelle et je vous incite véritablement à le faire. Nous nous retrouverons à l'issue du déjeuner dans cette salle à 13h30 précise pour la suite des négociations. Pendant la pause déjeuner, j'invite les représentants des 3 délégations qui ont proposé des projets à venir nous voir. Voilà, merci. La séance est suspendue. Reprenons la séance formelle. J'invite les auteurs de l'unique projet de résolution à venir le présenter et je me félicite de ce résultat que nous avons atteint aujourd'hui. Donc, la délégation de la France, du Vietnam, de la Namibie, des Philippines sont invités à venir présenter le projet. Donc, bonsoir et bienvenue à tous à cette 21e session de la conférence des parties ayant pour thème la lutte contre le réchauffement climatique et les conséquences sur les océans. Les États soutenant la résolution sont l'Afrique du Sud, l'Australie, le Bangladesh, le Canada, la Chine, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Islande, le Japon, Madagascar, les Maldives, la Namibie, la Norvège, les Pays-Bas, les Philippines, le Royaume-Uni, la Russie, le Sénégal, les Seychelles, les Tuvalu et le Vietnam. Les rapporteurs du projet sont les Philippines, le Vietnam, la France et la Namibie. L'Assemblée générale, ayant examiné le rapport de Monsieur le secrétaire général, rappelant le sommet de la Terre de 1992, le protocole de Kyoto de 1997, les accords de Copenhague de 2009, les principales décisions adoptées à Cancun en 2010, Durban en 2009, Doha en 2012, Varsovie en 2013 et Lima en 2014, rappelant la nécessité de réaliser au plus vite la transition énergétique, soulignant l'importance du rôle des États dans cette réalisation, considérant l'urgence de la situation, alarmé par les dangers envers les populations des pays touchés par la montée des eaux, soulignant que les problèmes climatiques sont principalement causés par les firmes transnationales et leurs échanges, rappelant que l'objectif de limiter le réchauffement climatique ne peut être réalisé sans de mesures concrètes. Exige une révision du fonds vert et des moyens de collection en taxant les firmes transnationales à hauteur de leur importance dans les rejets carbone et en taxant les États en fonction du PIB. Ce nouveau fonds vert sera régulé par une organisation mondiale du climat. Exige que des casques verts soient créés afin que les mesures citées précédemment soient appliquées. Demande avec ferveur que ce fonds soit utilisé afin de développer les énergies renouvelables en redistribuant de manière juste aux États en fonction de leurs besoins pour développer leurs structures vertes, à savoir des infrastructures marines, internationales et durables, et que ce fonds soit utilisé
afin de créer un statut officiel de réfugié politique avec des structures d'accueil dans les pays développés. Appuie sur l'importance des transferts de technologies, transferts entre pays développés, en voie de développement et moins avancés. Ces transferts seront réalisés dans le cadre du développement des énergies renouvelables et sera donc une action annexe à la création du Fonds vert. Appuie sur la nécessité de la mise en place de campagnes et d'institutions de sensibilisation concernant les enjeux climatiques et énergétiques. Rappelle que cette résolution aura à court, moyen et long terme des impacts positifs sur l'océan, l'environnement en général, mais aussi l'économie et les populations des pays. Demande que des actions soient menées à l'échelle locale, régionale et nationale en fonction des moyens de chaque pays. Souhaite que des révisions de contrôle et des sanctions soient mises en place concernant l'ensemble de ces résolutions. Exige que l'ensemble de ces mesures de cette résolution soient effectives d'ici 2020. Merci. Je remercie donc les représentants de la France, du Vietnam, de la Namibie et des Philippines pour leur présentation. Nous allons maintenant passer au vote sur ce projet. Si je n'entends pas d'objection, nous allons adopter ce projet par consensus. Le projet est adopté. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'examen de la question à l'ordre du jour est terminé. Il semblerait que nous soyons parvenus, à l'issue de nos travaux, à une résolution. Vous avez fait montre de responsabilité et d'ouverture, je vous en félicite et je vous en remercie. Le secrétaire général souhaite faire une courte déclaration. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir travaillé si durement afin d'aboutir à une résolution historique. Je constate avec soulagement que tous les États membres ont pris la mesure de l'urgence climatique et que des décisions ont été actées. Un accord entrera donc en vigueur, un accord contraignant permettant enfin de réduire durablement les impacts de l'activité humaine sur notre planète et nos océans. Les générations futures garderont en tête cette date du 8 décembre 2015 comme celle où les dirigeants de cette planète, ensemble, ont décidé de sauver la Terre. Merci. Je remercie Madame la représentante du secrétaire général et je vais maintenant clore la session. Nous nous retrouvons tout de suite pour quelques prises de parole finales et la cérémonie de remise des prix. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre participation à cette session de l'Assemblée générale consacrée à la question du changement climatique et de ses effets sur les océans. La session est close. J'invite maintenant Monsieur Bugada à faire une courte déclaration. Merci Madame la Présidente. Alors simplement une courte déclaration pour des remerciements en premier, surtout remercier la façon dont cette simulation a été préparée. Il y a eu véritablement un bon accompagnement, non seulement par l'équipe qui est au podium, mais par tous les enseignants. Et je crois que c'est ce qui en fait le succès avec un si grand nombre d'établissements. Et puis je voulais vous remercier, vous tous, participants aujourd'hui. Disons, l'enjeu semblait placé, la barre était placée assez haut et on a vu, disons, à la première série de négociations, disons, ça semblait un peu inatteignable. Et je crois qu'avec esprit d'ouverture, d'engagement, de responsabilité, avec flexibilité, vous êtes arrivés à cet accord. Et je vous en félicite. J'espère que cette session vous aura permis de mieux comprendre les Nations Unies, de mieux comprendre comment travaillent les Nations Unies sur une base ouverte, démocratique.
J'espère aussi qu'elle vous aura permis de comprendre cette question du changement climatique et d'une façon plus générale celle du développement durable. Et le dernier souhait que j'émets, c'est celui que COP21 arrive à un résultat semblable. Je vous souhaite une bonne soirée, mais avant de vous laisser, je vais remettre les deux prix. Alors, le deuxième prix revient à la délégation de la Namibie et je lui demande de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Alors, simplement, en remerciant la Namibie, en la félicitant, je voulais dire que ce prix attribué à la Namibie récompense en fait son engagement dans le débat, disons, son intervention. Le premier prix, revient au Sénégal, et ce premier prix vise à remercier le Sénégal pour son engagement non seulement dans le débat, mais son engagement, son rôle dans les consultations. Le Sénégal, s'il vous plaît. Voilà. On fait comme ça, il y a deux filles. Et pour terminer, je crois que nous avons un prix spécial de la présidente. Et une fois encore, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne soirée. Donc, mesdames, messieurs, je tenais à offrir un prix particulier de la présidence à Manon Célie de la délégation du Vietnam qui a très fortement, par son engagement et sa participation, contribué à la résolution à laquelle nous sommes parvenus, notamment cet après-midi en prenant sur elle, on va dire, tout le secrétariat et la gestion des groupes. Donc, félicitations. Rebonjour. Je vous demande un petit peu d'attention. C'est vrai que j'ai plus ma casquette de président de la République d'un jour, mais de vice-président du département, c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu plus d'agitation. Plus sérieusement, je voulais vous remercier parce qu'on vous avait mis un petit peu la pression ce matin. On vous avait dit qu'il fallait un accord. Et j'ai entendu et j'ai vu aussi une forme de gravité et de prise de conscience dans la façon dont vous avez préparé ces travaux. J'ai donc appris qu'il y a eu une résolution. Je viens de lire cette résolution et sachez que, comme on en a parlé ce matin, on l'a évoqué, mais Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, s'intéressait de près à nos travaux, avec la DAZEN, avec la DDEC et avec tout le poids politique du conseil départemental, et comptez sur moi pour le faire, nous organiserons pour que la ministre de l'écologie ait sur son bureau et sous les yeux votre résolution, ce sur quoi vous avez travaillé toute la journée, parce qu'il faut aussi que ça puisse porter et que ce soit un vrai message pour l'avenir. On peut aussi espérer que finalement, au sein de la COP21 à Paris, il soit aussi responsable que vous. C'est aussi pour ça que nous voulons absolument faire remonter tous vos travaux de la journée pour à nouveau mettre en avant cette exemplarité de la jeunesse. Et puis parce que j'ai cité Gandhi ce matin et j'ai parlé un peu de bouddhisme, quelque part, l'état d'esprit de nos travaux, c'est aussi un état d'esprit universaliste. Et je vais finir sur une note plutôt positive, une note d'espoir, avec un proverbe africain qui nous dit que l'espoir est le pilier du monde. Et vous y avez fortement contribué toute la journée. Donc, merci encore à vous et bravo.